Bonjour. Merci tout d'abord à tout le monde d'avoir voulu répondre à l'appel de Dr Barry, qui tout récemment a fait une production littéraire sous forme de recueil de poèmes. Un recueil de poèmes intitulé Polymou. Ce recueil de poèmes commençant déjà à faire sa petite vie, à faire sa petite route. Comme le protocole le voudrait, très normal donc que les gens se retrouvent pour une cérémonie de dédicace symbolique de ce recueil de poèmes. Et nous sommes là donc aujourd'hui 24 février 2024 pour faire cette cérémonie de dédicace avec la présence de vous qui êtes là, que nous remercions déjà. Mais nous allons dans un premier temps donner la parole à Docteur pour que le Docteur puisse saluer ceux-là qui ont voulu répondre à son appel. Merci. Je commence par saluer ma sœur, Abou Diédou, donc qui représente sa propre personne ici. Je pense que par la proximité humaine, puisque je la connais depuis ma tendre jeunesse, mais je pense aussi son service dont elle parlera, parce que je pense que c'est un service qui s'occupe du développement social, n'est-ce pas? Développement local. Local. Et ce développement local est à la fois social et humain. Donc, et sa seule présence est pour moi l'étendue de la présence féminine souhaitable. Je remercie aussi mon frère, Philippe Moussa Mané, plus communément connu sous le nom de Philippe, mais au grand nom de Moussa, au nom prophétique de Moussa. Diandi Fashion, qui est M. Dabo, Siaka Dabo, Salif Ndiaye, Ahmad, M. Sadio, mon frère Anton, et celui qui est en train de nous filmer, donc toute l'assistance. Sans oublier ceux qui ne sont pas là et ceux qui pourraient être ici. Cette séance de dédicace est symbolique, puisque je suis Goulampo en attitude Goulampo. C'est-à-dire chacun d'entre vous ici, toutes les personnes dont j'ai dit le prénom et le nom, représentent toute l'humanité. Donc au-delà du Goulampo, de la région, de Sédou, du Sénégal, de l'Afrique, leur seule présence humaine vaut la présence de toute l'humanité et donne une entière latitude à cette séance symbolique de dédicace qui pourra être plus audible quand nous pourrons organiser une confrontation avec le monde scolaire. Il y aura un auditoire beaucoup plus conséquent, nous l'espérons. Donc, je me présente, je suis Ousmane Bali, comme nous avons eu à en parler à la séance de l'émission que vous animez, monsieur ici. Donc, la façon la plus succincte de me présenter est de reprendre cette couverture de Polymou que je vous laisse lire. Voilà, merci beaucoup pour l'humilité. Merci aussi pour cette reconnaissance que vous me faites. Nous vous comprenons, il est un peu difficile de parler de soi. Il me sera aussi très difficile de cerner la dimension aussi bien humaine qu'intellectuelle de l'homme. Mais je pense que ce petit résumé, au dos de ce recueil de poèmes intitulé Polymou, suffira largement à ceux-là qui nous suivent, d'ici et d'ailleurs, de comprendre un peu, bien de savoir un peu qui est Ousmane Bari. Comme dit ici, Ousmane Bari est né au Sénégal.
Il est né à Goudon, c'est un fils de Goudon. Ousmane Bari est diplômé en philosophie et en droit. Quand je dis diplômé, il faut bien préciser qu'il est doublement titulaire d'un doctorat en droit et un doctorat en philosophie. Diplôme qu'il a obtenu à l'université de Dakar, FAN, UCAD, d'abord une université de renom que tout le monde connaît, mais aussi à l'université de Grenoble 2, UPMF, IGA. Il est boursier d'excellence postdoctorale de 48 pays membres de l'OPEF-UREF. OPEF-UREF, c'est l'association des universités partiellement ou entièrement de langue française, université des réseaux d'expression francophone. Dr Bari entame sa carrière de chercheur invité à l'Université du Québec à Montréal. UQAM, c'était en 1997-1998. Il a enseigné les droits de l'homme, sa spécialité en droit public, dans le cadre du droit comparé et du droit constitutionnel, et aussi les droits de la personne et le maintien de la paix du Centre canadien international, Lester B. Person, pour la formation en maintien de la paix en Nouvelle-Écosse, dont il est nommé membre de la faculté en 1998. Il est actuellement directeur d'une entreprise, Dido, SIA, qui traite de ses compétences, relativement notamment aux droits de l'homme, de façon générale. Voilà de façon très ramassée ce qu'on pouvait dire sur Dr Bari. Et j'ajoute que Dido n'est pas une entreprise d'État ou de quelque autre organisme à l'image de ceux qui sont présents dans cette biographie. Dido est une initiative de ce qu'on appelle l'entreprise individuelle. Et mon neveu et ami Salindia est bien placé pour savoir les procédures que nous avions engagées en 2023, parce que Dido date de 2023. C'est une entreprise individuelle dont les fonds ont été jetés pour justement s'occuper de tout ce qui précède dans ce parcours, pour avoir à faire quelque chose de toute cette expérience-là. Et Dido s'exprime sur une plateforme digitale, c'est une entreprise individuelle. Donc, je voudrais dire que cette séance de dédicace prend sa source dans une valeur fondamentale qui est une valeur des droits de l'homme. Je pense à l'article 18 et l'article 19. Je pense à l'article 27 et je pense à l'article 29 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est au préambule de la Constitution du Sénégal, et dont la Constitution elle-même donne des détails sur les libertés protégées. Mais que dit l'article 18? L'article 18 parle de la liberté de pensée, de conscience et de religion pour chacun, et définit cette liberté. On en trouvera des dimensions dans divers poèmes de Ponimo, comme Foi par exemple pour la liberté de religion. La liberté de pensée et de conscience comme philosophie par exemple. L'article 19 parle du droit de tout individu à la liberté d'opinion et d'expression. L'article 27 nous dit que toute personne a le droit de prendre part librement aux activités culturelles de la communauté, de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent, et que chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Donc, à l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a le droit de prendre part librement aux activités culturelles de la communauté et de jouir des arts. De participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Et que chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. C'est l'exemple de Ponimo, n'est-ce pas? Ou de tout ouvrage d'autres. Quant à l'article 29, il dit que l'individu a des devoirs envers la communauté, dans laquelle seul le libre et plein épanouissement de sa personnalité est possible. Donc, encore une autre justification de cette écriture d'une œuvre. Que l'œuvre soit scientifique, que l'œuvre soit artistique, que l'œuvre soit littéraire. Donc, chaque fois que nous produisons quelque chose, cela entre dans le cadre de notre droit de participer librement à la vie de la communauté, par le moyen de la production en question. Donc c'est ainsi que Ponimo, tirant toutes les conséquences, ou en tout cas l'auteur tirant toutes les conséquences de ces droits fondamentaux, identifiés à l'article 18, à l'article 19, à l'article 27 et à l'article 29 de la Déclaration des droits de l'homme, produit à dédicacer ce qui est produit aujourd'hui. Ça, c'est pour montrer les bases intellectuelles qui permettent de produire une œuvre et de la soumettre à votre sagacité. Mais merci beaucoup, docteur, vraiment, d'avoir bien voulu agiter ces soubassements juridiques qui sont en quelque sorte la justification de la liberté de tout un chacun de se lancer dans sa production, et même de permettre à chaque citoyen de façon assez libre de participer à la vie communautaire. Merci vraiment beaucoup. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu une production. La raison fondamentale de notre présence en ces lieux, c'est ce recueil de poèmes intitulé Ponimo que vous avez produit. Un recueil de poèmes que moi j'ai eu la chance, j'ai eu la primeur peut-être, j'ose le dire, d'avoir parcouru ce recueil qui m'a permis d'abord de l'aborder avec vous à travers une émission que nous avons faite à Koumien FM. Mais ce serait bien déjà que les gens aient une certaine idée avant de plonger de façon beaucoup plus concrète dans vos poèmes, dans vos productions, d'avoir un petit résumé de ce recueil que vous avez intitulé Ponimo. Ponimo, quand on a demandé, à défaut d'un préfacier, et j'avais expliqué cela en long et en large à l'émission Considérée du mercredi 21 février 2024 avec M. Guissi, que j'avais pris sur moi de résumer la compréhension de ce recueil. Je disais que Ponimo 1, je l'ai intitulé 1 puisqu'il y aurait le 2 qui suivra. Et le premier recueil éponyme, c'est-à-dire qu'il porte son nom. Ponimo. Éponyme, donc le premier recueil éponyme dont l'auteur, en jouant, sans s'égarer, rappelle l'enfance à la marraine. Poni, d'autres diraient Boni. Il y a différents noms dans les langues africaines et occidentales pour appeler la marraine. Mais moi je l'appelle Poni et d'autres l'appellent Boni.
C'est un être humain, mot en mandingue, et appartenance en peul. Quand on dit mon goudon, en peul, c'est celui de goudon. Goudon pour mot, c'est la personne de goudon en mandingue. Donc, mot en mandingue, goudon pour mot, c'est la personne de goudon. Mon goudon, mot en peul, c'est celui de goudon, l'appartenance. Donc, mot en mandingue et appartenance en peul. Qui, cette personne, donc, cet être humain qui, d'amour, devient par l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engendrement, aucun être humain n'est possible s'il n'est la conjonction de son géniteur et de sa génitrice, c'est-à-dire de son père et de sa mère. Comme l'oxygène respiré, l'être humain est peu mais nécessaire à tout être vivant en sa fécondité. C'est pourquoi les sages disent que l'être humain résume tout ce qui existe et est vivant. C'est-à-dire le degré le plus élevé des existants est l'existence humaine. Donc, en pouvant, lorsqu'on peut faire quelque chose, c'est la puissance qui l'anime. Nimo. À peu par l'âme. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons faire physiquement vient de peu. Tiens, vous entendez quelque chose, vous voulez vous lever pour sortir. Et pourtant, vous mobilisez par une puissance d'action tout ton corps. Mais il y a un son qui vous a interpellé à l'extérieur, ou votre téléphone. C'est très peu. Ça, ce sont les mécanismes de l'âme. L'âme est peu. On ne peut même pas la prendre comme cet objet. Mais le corps est touché. Ainsi, de l'inspiration que reçoit l'inspiré. Celui qui conçoit les vers qu'il énonce. C'est-à-dire que tout ce que l'on lit ici et tout ce que l'on lit dans un livre dit celui qui écrit. Enfin, dans l'écriture, l'homme ne raconte que sa propre histoire humaine. Dans toutes les connaissances, chaque connaissance qui est dite par celui qui dit la connaissance ne fait que dire cette même personne. C'est ainsi que quelqu'un d'autre peut s'y reconnaître et qu'il y ait des ressemblances. Alors, dans ce recueil, qui commence par grenier, en mandingue l'on dirait buntung, de grenier, du grenier nourrissant, parce que le grenier sert à nourrir. Donc aujourd'hui, où se trouvent les greniers? Si nous ne les voyons plus comme nous les voyons avant dans l'architecture, ils sont dans les antichambres, dans les boudoirs, dans ce qu'on appelle des poukous. Il y a le sac de riz, il y a le sac de mil, il y a les haricots, il y a tout ce dont on a besoin pour se nourrir dans la famille. Et où on amène la ration pour prendre ce dont on a besoin. Mais du grenier nourrissant, dont la justesse des mesures de la justice. Puisque tout ce qui est dans le grenier nourrissant se mesure en quantité. Pour le repas de midi, pour le petit déjeuner, pour le dîner. La justice, les premières leçons de justice sont aussi aux premières leçons de la relation avec la nourriture. C'est pourquoi il y a le pot de la ration. Il y a un ratio. À la philosophie, dit réfléchir en méditant.
C'est pourquoi dans les maisons, souvent on nous dit, est-ce que tu as la présence de l'esprit? Puisque dans tout ce qu'on fait qui est mesuré, on est souvent rappelé à la raison, à la réflexion, à la méditation. Or, c'est l'objet de la philosophie fondamentale, l'art de réfléchir. Donc, en méditant, le poète dit par le poème, c'est-à-dire tout ce que je pense de la nourriture, de l'agriculture, des recherches fondamentales en biologie végétale, se trouve symboliquement condensé dans Grenier. Tout le débat intellectuel dont tout le monde a entendu parler, les gens du développement local vont me le dire peut-être tout à l'heure, sur le consommer local, est concentré dans le poème Grenier, par exemple. Et pourtant, si on devait faire un article sur la consommation locale, il y aurait beaucoup de pages. On pourrait même écrire un livre sur la consommation locale. Et il y aurait plus de 100 pages. Si je devais produire un livre sur les céréales ou sur la génétique des plantes nourricières, il y aurait un ouvrage de plus de 100 pages. Si je devais écrire un essai sur la capacité de conservation de nos céréales, les silos par exemple, il y aurait un ouvrage de plus de 100 pages. Or, le grenier est l'ancêtre du silo. Et il en conserve même la structure architecturale. Donc, je vais revenir en lisant Grenier, vous allez entendre ce que j'ai donné comme exemple, par exemple. Et ces livres sont codés dans Grenier. Le poète dit donc par le poème, cette poésie consent par l'auteur, c'est-à-dire moi qui écris ce recueil, qui l'écrivait, qui en est l'auteur, je consens la prosternation, comme d'avoir prié ce matin avant de venir ici. Mais mes vers aussi prient, parce qu'ils sont soumis à la croyance. Et même la philosophie que beaucoup ignorent, si vous prenez par exemple une sourate du Coran, par exemple, il y a beaucoup de préjugés par exemple sur la philosophie, n'est-ce pas? Et si vous prenez une sourate, par exemple, du Coran, la lune, Allah dit à un verset, nous avons facilité la lecture du Coran pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un? Allah te pose la question. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Donc on voit le lien entre méditation et réflexion. Or, la philosophie n'est ni plus ni moins que l'art de la réflexion et se écarte de la méditation, par exemple. D'où le titre de son ouvrage de méditation. Donc, et il y a même au Coran un chapitre sur les poètes. Pour Allah, les poètes qui ne croient pas sont des égarés. Mais les poètes qui croient ont sa bénédiction. Alors qu'on voit par exemple la sourate Yassine où il dit, parlant du prophète, nous ne lui avons pas appris la poésie, cela ne lui convient pas non plus. Mais nous lui avons appris un Coran clair. Je ne sais pas si dans l'assistance, certains se souviennent de ce verset. Wama alamnaush ashia, wama yambagi lahu
il a écrit wa Qur'an Mubin. Et pourtant, le même Coran a un chapitre, une sourate, sur les poètes. Mais ce qui est appris au prophète est plus que de la poésie. Ce n'est pas de la poésie, c'est le Coran. Et dans le même Coran, il y a un chapitre sur les poètes. Donc, c'est ce qui est appris au prophète. Que le poète, par exemple, peut croire qu'il vaut à la poésie sa noblesse de la prosternation, de la croyance. Donc. Et c'est foi dans ce recueil qui en témoigne. Il y a un poème qui s'appelle Foi. Donc, l'auteur, cette poésie consent par l'auteur la prosternation à la bénédiction de sa croyance, telle est la reconnaissance du triomphe de son existence sensée et victorieuse. C'est-à-dire que pour moi, la poésie n'est victoire, n'est triomphe, n'est censée que si elle est animée par cette connaissance qui fonde la croyance de l'existant, et notamment du poète, tel qu'on peut le comprendre au verset 2 du Coran, par exemple, au chapitre de l'ouverture de la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et c'est ainsi que foi dit que l'univers est la louange de son Seigneur. Et pourtant, c'est nous qui disons louange au Seigneur de l'univers. Moi, je vais au-delà, je dis que c'est Allah lui-même qui fait la louange sur lui-même. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous voyez dehors là, ces feuilles qui bougent avec le vent. Dans la sagesse des connaisseurs, ils sont en train de prier. C'est-à-dire, ils prient parfois plus que nous. Pour ne pas dire certainement. Vous regardez le manguier au loin là-bas, vous voyez ça bouge. Ce sont des actes de prière. Mais qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on connaît par exemple le chapitre le tout miséricordieux. Surat al-Rahman. وَالنَّجْمُ وَأَسَّجَارُ يَسْجُدَانِ. Et l'herbe et les arbres se prosternent. Nous, normalement, nous avons 5 prosternations en 24 heures, plus les surérogatoires. Mais combien de fois cela se prosterne? Tout le temps, je suis en train de parler, je suis en train de se prosterner. Donc, tout l'univers se prosterne, en vérité. Et cette prosternation de l'univers, c'est la prosternation du Seigneur, du Créateur lui-même. C'est pourquoi, même pour ceux qui savent le Coran, on dit que Allah et ses anges prient sur nous. Les gens croient qu'ils ne prient que sur le prophète, c'est pourquoi nous faisons le salatul ayyuhan nabi. Mais même nous qui prions, Allah prie sur nous. Il faut pouvoir le lire au verset prochain. Donc, cette connaissance de la foi au chapitre même qui traite des poètes dans le Coran explique que par cette poésie, l'auteur consent la prosternation à la bénédiction de sa croyance, puisque telle est la reconnaissance du triomphe de son existence sensée et victorieuse. Et c'est pourquoi j'ai parlé de grenier. Le grenier est de propre figure. C'est une image, mais en même temps, c'est une réalité. L'école est comme un grenier du savoir. Comme l'atelier du couturier et le grenier du vêtement. C'est là où on le produit.
ainsi de suite, de toutes les connaissances. Je dis à Grenier, par exemple, rêve antique. Que veut dire un rêve antique? C'est-à-dire qu'on peut se mettre là à interroger une connaissance jusqu'à en dormir. Parce que l'Antiquité, ce n'est pas 2 siècles d'histoire, ce sont des millénaires. Rêve antique, le génie structurel, c'est-à-dire tout ce qui est ici a des structures, des formes, des structures. Il n'y a rien. À commencer par nous-mêmes, nous avons une forme et des formes qui diffèrent d'autres formes. Et nous n'utilisons rien qui n'a pas de forme. Tout ce que nous regardons, qui est le produit de nos mains, a une forme. À l'intérieur de nous-mêmes, à l'extérieur de nous-mêmes, tout ce qui nous intéresse par le savoir a une forme. Mais en Afrique, ces formes, on peut remonter leur histoire sur des millénaires et se retrouver à l'Antiquité. Comme l'Antiquité pharaonique, par exemple. Je dis rêve antique à cause de cela. Le génie structurel, la structure, range le mortier du pilon. Le mortier a une forme. Le pilon a une forme. Et ces formes ont été conçues et réalisées par le sculpteur, par exemple, là-haut. Mais tous ceux qui connaissent le mortier et le pilon vous diront que le mortier a une forme différente de notre mortier en fonction de ce que ce mortier est supposé jouer. À Mandem, on dira, est-ce que Djourouran l'amour? Est-ce que Kotiran l'amour? Etc. Quel est le mortier qui sert à sortir les graines? Quel est le mortier qui sert à écraser les graines? Et quel est le pilon aussi? Donc le mortier et le pilon obéissent à une connaissance des structures qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, la RDM, la résistance des matériaux. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire ici, on enseigne ça actuellement dans les UT, les instituts universitaires de technologie. C'est là où on forme les ingénieurs. Et ce sont les ingénieurs qui travaillent aux structures, sur les structures. Or, c'est la connaissance du mortier et du pilon qui se trouve dans les outillages des usines. Par exemple, si vous allez au Grand Moulin de Dakar, les machines qui sont conçues pour faire le travail s'inspirent directement de la technologie des mortiers et des pilons. C'est pourquoi je dis, rêve antique, le génie. Il y a du génie dans cette connaissance du grenier. Le génie structurel range le mortier du pilon dans le foyer. Le foyer, c'est 5 kilos. La marmite et son fumet. Comme quand à midi, tu t'approches de votre maison, tu sais que le repas va être bientôt prêt. Toute la connaissance du grenier, toute la connaissance des pilons, toute la connaissance des mortiers, c'est la marmite qui fait ressortir ça. Vrai ou faux? Même si maintenant on achète le riz chez le commerçant, mais ce riz acheté du commerçant, il vient de quelle rizière? Et de cette rizière, à quel grenier? Et de ce grenier, à quel pilon? À quel mortier? Ainsi de suite.
Donc la connaissance ancestrale est à l'œuvre silencieuse dans la connaissance moderne. C'est pourquoi je dis à cache-cache, comme moi-même je me suis amusé, et à l'époque, là où je me suis amusé, le grenier se trouvait à Malekunda, à côté de chez nous. C'est Ousmane Diabouré, il y avait un grenier. À cache-cache, le rire des enfants, les enfants jouent dans le grenier, le rire des enfants sonne dans les récoltes de la prospérité. C'est-à-dire, c'est à partir des récoltes qu'on sentait si l'année va être bonne, pas. Si on est prospère, il y a combien de sacs de riz, tu vois, il y a combien de ballons, il y a combien, vous comprenez? Il y avait des unités de mesure qui indiquaient si c'est une bonne saison ou une mauvaise saison. Et ces enfants, le riz de ces enfants joue avec les pigments fertiles. C'est-à-dire, quand tu regardais le maïs, tu regardais différentes couleurs. Quand tu regardais le haricot, tu voyais différentes couleurs. Mais que veut dire pigment fertile? C'est beau avec le mot. Mais c'est un produit de la science naturelle. Aujourd'hui, on sait que c'est ces couleurs-là que tu vois sur les haricots ou le maïs qui est le réservoir de tous les autres maïs qui peuvent exister. C'est-à-dire, c'est avec eux qu'on fait, par exemple, les champs de maïs qui vont donner des tonnes. Maintenant, on le sait en biologie. C'est eux qui sont les symboles de la fertilité. Par exemple, un pigment, c'est ça. Si vous regardez au niveau de votre peau, vous voyez un point noir. Même si vous êtes noir, il y a un point qui est plus noir que vous. Celui qui est à l'origine de tous les noirs. Il est le pigment qui explique la quantité de noir qu'il y a. Maintenant, si vous regardez une autre partie de votre corps, vous voyez un petit point blanc, teint clair. C'est lui qui est à l'origine de tous les gens teint clair au monde. Donc, les milles, les haricots, les riz, parce que les gens croient que le riz qui est aux rizières, il est seulement doré, il y a du riz noir, n'est-ce pas? Ce sont ça, c'est ce qu'on appelle les pigments. Les pigments, en biologie, sont à l'origine de toutes les autres possibilités agricoles en volume et en quantité. Donc, le rire des enfants joue avec les pigments fertiles des victuailles d'espoir. Parce que c'est par ces pigments qu'on peut espérer beaucoup plus de nourriture. Et ces victoires d'espoir qui éblouissent sa joie. Puisque les enfants, quand ils jouaient dans ces greniers, ils étaient contents. Parce qu'ils savaient que ce sont ces produits du grenier qu'ils allaient manger à midi, au dîner. Ils voyaient le maïs, ils voyaient le haricot. Donc chacune des nourritures, les enfants les reconnaissaient dans les paniers, dans les sacs. Et je dis réel. Réelles sont ces semences d'avenir. Donc, vous avez entendu parler de l'agroalimentaire? Sachez-le, c'est important. L'agroalimentaire ne se développe qu'avec ces semences-là, où il y a des pigments. C'est-à-dire l'Afrique et ses semences ancestrales et le réservoir. Il n'y a pas que l'Afrique seulement, mais tous les continents où il y avait des pratiques ancestrales agricoles, ce sont, et je prends l'Afrique parce que c'est mon continent, est le réservoir de toutes les productions agroalimentaires d'aujourd'hui, contemporaines. C'est-à-dire les semences des ancêtres de Fili, de mes ancêtres, ou des ancêtres de Moussa, sont dans des banques en Occident, des banques agricoles. C'est-à-dire des banques comme l'université de Dakar ou de Ziguinchor, tout un espace avec des chercheurs, et ils prennent le mil qui était mangé par nos arrière-grands-pères, ils ont la semence. C'est ce mil-là qui peut produire tout boudin en champ de mil.
c'est-à-dire ce qu'on appelle l'agro-industrie alimentaire. C'est-à-dire à partir des graines cultivées par Dabo Kounda il y a un siècle, tu vois, qu'on trouve dans les petits villages maintenant, parce qu'ils ne connaissent pas les semences modernes. Là. Alors ces graines qu'on trouve dans ces petits villages-là, elles sont dans des banques maintenant en Europe. Et c'est elles qu'on étudie pour faire de nouvelles semences. Et ces nouvelles semences sont contrôlées par les groupes agroalimentaires. Et c'est avec ces graines qu'on fait de la quantité. Elles sont le patrimoine génétique de la production industrielle contemporaine. C'est pourquoi je dis, réelles sont ces semences d'avenir. Parce que tout ce qui s'est passé dans l'avenir et qui se passera demain en matière de nourriture, de blé, de riz, de mil, de tout ce que nous allons manger, est dérivé de cela. Et que si aujourd'hui un ingénieur sénégalais veut travailler un jour sur un niébé, sur le niébé le plus performant que les Lat-Dior ont mangé par exemple, il devra se rendre dans une de ces banques occidentales où la graine est conservée parce que son pays n'a pas développé de culture de la conservation aux fins de manipulation génétique à venir. J'ai entendu parler des manipulations génétiques. Et je dis que réelles sont ces semences d'avenir, la saine nourriture des vestiges et l'éternel éveil. C'est-à-dire, quand tu vas à la maison, on prépare un plat. Tu dis, oh mais ça c'est quoi ça? C'est les plats des anciens là, le bidalan et tout ça. Il y a des noms, il y a des noms locaux pour ces plats-là. Ça c'est un nom avec un nom balan par exemple. Tu dis, tu as un nom Paul, tu dis, moi je ne mange pas ça, le code. En réalité, même en diététique aujourd'hui, ce sont ces plats qui sont le concentré de la santé physique. Pas de diabète, pas de ceci, pas de cela. C'est-à-dire, actuellement, les recherches en diététique se concentrent sur ces recettes-là pour déterminer le degré de santé de l'être humain. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger coûte que coûte, comme les anciens, mais il est essentiel de comprendre que les anciens ont un régime alimentaire dont la qualité sanitaire est supérieure à celle des modernes, puisque leur aliment, le riz qu'ils mangeaient, le mil qu'ils mangeaient, le niébé qu'ils mangeaient, est plus fécond et plus riche en nutriments, parce que c'est à partir de celui-là qu'on a fait de la quantité. Et que ce patrimoine alimentaire est essentiellement qualitatif. Voilà, il est peu. Et scientifiquement, c'est à partir de lui qu'on fait beaucoup. Et que donc, c'est pour changer un peu d'attitude par rapport à nos propres fondamentaux et apprendre à les conserver. Grenier, c'est aussi ça. C'est le grenier du savoir, mais du savoir relatif à notre alimentation, à notre production agricole, à notre production scientifique, en relation avec ce que nous consommons. C'est un exemple. Merci vraiment. Merci. Donc, comme vous le constatez, le fait de parcourir ce grenier nous permet de dire que, en tout cas, les poèmes qui sont dans ce recueil, pour ce qui est de la charge poétique, ils ne souffrent d'aucun doute. Monsieur Barry, vous n'avez pas seulement fait danser les mots, comme souvent le font les poètes, qui ne font que faire danser les mots pour leur beauté. Mais moi, je fais un constat. En parcourant votre recueil, je sens que chaque
poème que vous avez produit a soit un soubassement social, soit un soubassement spirituel. Il y a des raisons sous-jacentes Toujours. qui sont un peu la source de votre inspiration. Effectivement. Avant vraiment de donner peut-être la parole aux uns et aux autres pour les témoignages, une petite raison de tout cela. Oui. Pourquoi le poète ne s'est pas contenté juste d'être poète, mais a voulu à travers ses poèmes aller même jusqu'à une proposition, des propositions de solutions à travers des centres d'intérêt que vous avez traités sur des problèmes de l'heure. Oui, parce que le poète, puisque tout cela est une conception du poète, puisque je disais à l'émission que poème en grec c'est faire, comme la potière ou le potier, comme le forgeron ou le bûcheron, le sculpteur, c'est faire. Le poète, il fait avec les mots. Donc, si Ponimo reste dans l'anonymat comme ça, je n'en parle pas. Par exemple, vous le lisez, vous, M. Guissé, ou quelqu'un ici, ou quelqu'une également, sa compréhension sera toujours celle que lui donnent les mots, fussent-ils les mots dansants. Mais quant à moi, c'est ce soubassement que j'exprime par des mots choisis qui sont les plus aptes à les dire ou à le dire, ce soubassement. C'est-à-dire, je choisis les mots les plus aptes à dire ce que je pense de la nourriture, ce que je pense de l'agriculture, dans Grenier par exemple, ce que je pense du patrimoine culturel. Par exemple, aujourd'hui dans l'industrie moderne, nous avons des silos. Vous savez ce que sont les silos? Appris en histoire et géographie dans les lycées, histoire-géo, les silos. C'est-à-dire ces grandes entités technologiques qui servent à conserver le grain. Mais vous avez vu le film, avez-vous vu le film Moïse avec Pharaon? Vous avez vu les gars dans l'Égypte antique, il y a des millénaires, c'était en Afrique, ouvrir quelque chose, Moïse qui ouvre et le grain sort. Et les gens du peuple prennent les grains. Ce sont les ancêtres des silos, c'est-à-dire le grenier. D'ailleurs, si vous regardez dans les images, vous allez honnête, vous allez voir que le silo est comme ça, regardez. Et il fait des dizaines de mètres de hauteur, n'est-ce pas? Il ressemble au grenier ou pas? Voilà. Mais alors regardez, nous ici, les buntum, les greniers sont en train de disparaître. On est un pays moderne, mais on n'a pas encore de silo. Et nos ancêtres, dans chaque maison, il y avait un grenier, un petit silo, pour conserver l'alimentation. Mais tout un pays n'a pas de silo. Grenier sert à réveiller des consciences comme ça. Vous comprenez? C'est too much, comme disaient les autres. C'est trop. Franchement, c'est trop. Maintenant, dans cette dimension, il y a au milieu, comme je disais, justice. Parce que même le grenier, on mesure. La mesure du petit déjeuner, la mesure du midi, la mesure du dîner. C'est par la mesure qu'on apprend à être mesuré, à respecter une valeur telle que la justice. C'est pourquoi, au milieu, en ayant un rôle charnière, il y a la justice. Et après justice, il y a philosophie à la fin. Maintenant, si vous voulez dire justice, parce que j'ai vu que vous êtes tombé sur justice,
J'ai vu que vous êtes tombé sur justice. Si vous voulez lire justice, et vous allez voir que il parle de soubassement. Est-ce que dans ce pays-là, il n'y a pas actuellement plein de problèmes de justice? Comme ailleurs au monde. Donc, dans la présentation de Ponimo, j'ai dit du grenier nourrissant, dont la justesse des mesures de la justice, à la philosophie d'y réfléchir en méditant le point dit par le poème. J'ai parlé du grenier nourrissant. Je dis par le poème tout ce que je viens d'expliquer sur le grenier. Mais si je ne le dis pas, chacun pense ce qu'il veut. Maintenant, essayez de lire justice si vous pensez pouvoir le faire. Justice. Et je vous rappelle une chose. Vous disiez, pourquoi je ne me suis pas contenté de dire, De faire danser les mots. de faire danser les mots, de dire poétiquement et de m'en tenir à cela. Mais parce que pour moi, dire poétiquement n'existe que parce que le poète dit ce qu'il a à dire par la poésie, même s'il ne vous le fait pas comprendre, il y a toujours motif à dire. Voyez-vous? C'est-à-dire que les mots qui dansent, quelle est la musique qui les fait danser? C'est de cette musique dont je parle par la danse des mots. C'est clair. Visite.